306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Images, qui se veut une incursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Bienvenue à notre 6e épisode du balado C'est comme ça. On est en plein cœur des élections provinciales ici au Québec, puis on avait envie d'aborder le sujet pour cet épisode. En fait, on aimerait parler de la communication en politique en temps d'élection davantage. Donc, le but aujourd'hui n'est pas de rentrer dans l'aspect politique des différents partis, mais plutôt avec notre œil de communicateur, comment on perçoit les différents partis, les différents chefs de partis. Donc, ça ne se veut pas un épisode partisan. Autour de la table aujourd'hui, j'ai mes collègues Alexandre Lénès, comme toujours. Bonjour Alexandre. Hey, salut! Alors, on a un nouvel invité autour de la table, un collègue à nous qui vient de nos bureaux d'Ottawa. Notre collègue Maurice Rioux, qui est directeur des affaires gouvernementales. On avait envie de lui parler aujourd'hui, étant donné qu'il est un vétéran du domaine politique. On avait envie d'aborder le sujet avec lui. Maurice a une grande expérience en politique fédérale et provinciale pour avoir servi à différents ministères dans 6 départements fédéraux. Donc, il a une très grande expérience. Merci, Maurice, d'être avec nous aujourd'hui. Oh, merci de m'avoir invité. Je suis bien content de participer et je pense qu'on va avoir une bonne discussion, du moins, je l'espère. Génial. Est-ce que tu voudrais te présenter un petit peu plus, nous parler de ton expérience? Bien, très brièvement, j'ai passé la grande majorité de ma carrière professionnelle en politique, c'est-à-dire au gouvernement fédéral. J'étais chef de cabinet, entre autres, dans le temps de M. Chrétien, mais j'ai fait aussi de la politique provinciale. J'ai été le représentant du Nouveau-Brunswick. J'étais l'ambassadeur du Nouveau-Brunswick à Ottawa pendant 3 ans. Puis, j'ai fait du provincial, du municipal, de l'opposition. Puis maintenant, je fais de la consultation. Maintenant, je suis de l'autre côté de la clôture. Lorsque j'étais en politique, les consultants, les lobbyistes venaient me voir. Maintenant, c'est mon tour. Ça fait que c'est un peu différent, mais j'aime bien. Eh bien, merci d'être avec nous, Maurice. Je pense que ton expérience va être fort intéressante pour le sujet aujourd'hui. Oui, donc, comme tu vas être notre héros du balado. Puis, comme on a dit de manière polie, là, c'est ça, on t'a accolé le titre de vétéran. Donc, voilà. J'aime bien le titre. J'aime mieux vétéran que héros, là, vraiment. Donc, comme je mentionnais, on est en pleine préparation des prochaines élections qui vont arriver rapidement. Les chefs se préparent à leur 2e débat au moment où on enregistre notre balado aujourd'hui. Et selon les récents sondages, celui de Léger, les effets du face-à-face qu'il y a eu récemment à TVA semblent déjà se faire sentir dans les intentions de vote. Donc, on a bien hâte de voir le débat à Radio-Canada, de ce que ressortira de ce débat-là. Selon les électeurs, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui est le gagnant du premier débat, suivi de près de Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, c'est intéressant de voir la performance de Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est ce qui a étonné un petit peu plus les électeurs. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Maurice? Oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que M. Saint-Pierre Plamondon est le seul, je pense, qui a réussi à grappiller des points supplémentaires selon les derniers sondages. M. Gabriel Nadeau-Dubois a bien fait, mais au niveau des intentions de vote, si on en croit les derniers sondages, entre autres la projection que M. Fournier a faite ce matin, ça n'a pas bougé pour Québec solidaire, mais ça a bougé pour le Parti québécois. C'est très intéressant. Effectivement. Comme quoi, un débat peut avoir une influence sur la décision, le choix que feront les électeurs. C'est pour ça que c'est très important pour les différents chefs de parti de bien s'y préparer. D'ailleurs, la performance de notre premier ministre aura, peut-être étonné plusieurs. On ne le sent pas très combatif et très... oui, c'est ça, combatif, d'une qualité qu'on a vue chez lui pendant la pandémie comme premier ministre. On se serait attendu à ce qu'il soit plus combatif pendant le débat. Vous savez, je pense qu'il se passe souvent lorsque, avec
Il est tellement en avance dans les sondages que je suis convaincu que c'est toujours la stratégie lorsque un candidat ou un premier ministre est en avance dans les sondages de la façon dont la CAQ est en avance dans les sondages, c'est d'en dire le moins possible et d'en faire le moins possible et de quasiment pas faire campagne. C'est pas ce qu'il fait. Il fait une campagne, mais son body language, en bon français, lors du dernier débat, c'était évident que, disons qu'il aurait préféré être ailleurs. Aucun doute, aucun doute. Ça demande beaucoup de préparation, Julie, comme tu l'as si bien dit. Puis, c'est évident que, je veux dire, son visuel, c'est évident qu'il n'était pas, il n'y avait pas beaucoup de fun. Hein? Bon. Ben, j'imagine que ça s'est fait entendre auprès de son cabinet puis que sa performance au prochain débat sera probablement tout autre. Ah, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu. C'est un vieux routier. Il a énormément d'expérience. Il sait qu'il n'a pas donné la meilleure performance de sa vie. Mais ceci étant dit, lorsqu'on regarde encore une fois, je reviens encore au sondage, je veux dire, ça ne change rien. Là. Au lieu de gagner 100 sièges, ils vont en gagner 94. Ça fait que, tu sais, oui, les débats ont une incidence, ont une influence, absolument, mais avec la si grosse avance, telle avance qu'il avait, dans ce cas-ci, peut-être qu'une mauvaise performance, une contre-performance, ça ne changera pas grand-chose. D'ailleurs, si on parle plus précisément du débat dans le processus électoral, là, parce qu'il y a divers, évidemment, moyens de communication et de plateformes à travers les élections, le débat en tant que tel, selon certains analystes politiques, lors de la dernière élection fédérale, il est rare qu'un débat va changer le cours d'une élection. Souvent, les effets vont être observés sur une courte période de temps suivant le débat, influençant les sondages du même coup. Est-ce qu'il va donner du jus aux commentateurs politiques? Mais ça va avoir des effets, ça ne sera pas des effets sur le long terme ni sur la journée des élections. Donc, on va avoir un courant quand même qui va s'installer. Comme tu le mentionnais, Maurice, la CAQ est en bonne position en ce moment. Donc, oui, la performance de Legault au dernier débat n'aura pas été la meilleure, mais au bout de la ligne, on le sait que la tendance s'en va vers une réélection du parti. Pour les débats, là, franchement, souvent, ce qui va faire une différence, c'est s'il y a un moment vraiment là, où un des candidats va dire une énormité ou qui va se faire prendre les culottes baissées sur un argument. En d'autres mots, un knockout punch en bon français. OK? Mais c'est rare que tu vois ça. Tout le monde se souvient, en tout cas, des bêtes politiques comme nous autres se souviendra du fameux débat entre M. Turner et M. Mulroney en 1984, je pense, ou 82. Puis il avait dit, tu sais, you had an option. Tu avais le choix. Tu n'étais pas obligé de nommer une gang de tes chums au Sénat. C'était un coup décisif. Maintenant, M. Mulroney a peut-être gagné une grosse majorité de toute façon. Mais ça, c'est des éléments comme ça. Là. Ça arrive très, très, très rarement dans les débats aujourd'hui. D'ailleurs, il faudra peut-être en parler un petit peu. Ce n'est pas un débat entre 5 personnes. Hein? Je veux dire, ça devient une cacophonie à un moment donné. Absolument, mais je remarque que c'est vraiment plus une joute oratoire où là, les habiletés oratoires des différents chefs sont mises de l'avant et c'est souvent lui qui va gagner au bout de la ligne. Puis c'est pas vraiment un débat d'idées, comme tu dis, parce que, bon, on connaît les positions de chaque parti, on connaît leurs grandes idées, mais ça peut servir pour certains électeurs qui, bon, ont besoin d'avoir peut-être une meilleure idée des différents partis politiques et leurs idées, mais tout compte fait, c'est vraiment une joute oratoire. Oui, exactement. Julie, je pense que tu le mentionnais un peu plus tôt, selon certains experts, puis même la Harvard Business School avait fait un peu une étude sur les choix des électeurs, puis en Amérique du Nord, donc aussi au Canada, puis ils remarquaient que les électeurs en général, donc presque 72 fait qu'une très forte majorité, ont souvent pris même une décision 2 mois avant la période électorale puis avant l'élection. Fait que souvent, cette décision-là ne change pas nécessairement. Et tu as raison, quand tu dis que le débat, ben, c'est quand même une plateforme, par contre, pour permettre à peut-être les indécis, des fois, de juste jauger un petit peu qu'est-ce qui se passe justement chez les différents partis, puis finalement prendre une décision finale. Donc ça représente des fois, des fois, ça fait bouger 3 à 10 des électeurs. Donc, ce n'est pas beaucoup, mais quand dans une élection serrée, je pense que comme Maurice l'a mentionné, en ce moment, vu qu'il y a une très grande longueur d'avance, bien, souvent, la différence va se faire ressentir en ce moment. On le voit plus sur les analystes disent quand ça va être le choix finalement du deuxième meilleur, donc du parti de l'opposition. Puis dans le fond, les experts mentionnent que c'est souvent le traitement des débats par les médias qui peuvent avoir
une plus grande influence sur la population parce que les médias de masse parlent à une plus grande proportion de la population. C'est un bon point. Là. Souvent, c'est les analystes politiques le lendemain du débat ou la Mm-hmm. soirée même. Surtout maintenant, c'est instantané. Ils tweetent durant le débat et tout ça. Oui, absolument. Pour venir au point que Alexandre faisait tout à l'heure, la décision souvent est prise ou pratiquement prise, puis lorsque les personnes regardent le débat, c'est pour les conforter dans leur décision. C'est pour les entériner leur décision initiale. C'est-à-dire, j'avais décidé que je favorisais ce candidat ici. Oui, c'est mon choix. Ou le contraire. Hey, sais-tu, là, je ne sais plus, là, il n'a pas bien fait. Fait que c'est quand même important. C'est un exercice important. Même souvent, qui sortent la cassette puis ne répondent pas aux questions, c'est quand même un exercice absolument essentiel dans une démocratie. Ça fait que oui, absolument. Puis les équipes autour des chefs des partis, plus le parti est important, souvent plus les équipes autour du chef sont grandes. Chacun a un rôle bien précis pour les mener vers la journée du débat. On les prépare aux questions les plus difficiles. Leur rôle, c'est vraiment de voir tous les coups venir et de s'y préparer. Donc, c'est un grand travail de préparation. Aussi, travailler, comme tu disais, Maurice, sur son body language, sur son non-verbal. On peut donner l'exemple de M. Legault qui a un non-verbal qui détonne beaucoup quand les candidats, les adversaires lui parlent. On voit tout de suite dans son expression son désaccord. Donc, des fois, ça peut lui jouer des tours. Et tous ces gens-là autour des chefs les préparent à justement autant le contenu que le contenant. On n'a qu'à penser de la manière dont ils s'habillent. Encore aujourd'hui, on pourrait penser que la couleur des vêtements n'influence pas, mais au contraire, encore, on parle de la couleur des cravates. C'est tous des éléments qui peuvent donner une perception aux électeurs. Donc, c'est un grand travail de préparation. Ça demande énormément de préparation, ça demande énormément d'énergie. D'ailleurs, souvent, peut-être pas les directeurs de campagne, mais les gens dans les campagnes, les gens de communication vont vous le dire, c'est énormément de préparation pour, à la fin de la journée, est-ce que ça a une influence, est-ce que ça a une... Mais le fait est que si tu n'y vas pas, OK, la chaise vide, là, c'est la pire affaire, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Puis, au Québec, c'est pas pire, cette fois-ci, on a eu 2 débats. OK? Oui. Il y a eu des élections, là, moi j'ai vu des élections fédérales qui a eu 5 débats, 6 débats. OK? Ça fait que c'est toujours une journée ou deux que tu perds, mais la préparation avant, la journée même, puis tout ça. Ouais. Mais quand même. Et dis-moi, Maurice, est-ce que tu penses qu'au niveau fédéral, quand il y a un débat en anglais et un en français, est-ce que ça peut désavantager certains candidats qui ne sont pas à l'aise dans leur deuxième langue? Tout à fait. Absolument. Absolument. Je veux dire, il n'y a aucun doute. C'est rare des candidates qui sont à l'aise complètement dans les 2 langues officielles. Même le premier ministre qui est bilingue, il y a un peu plus de difficultés en français. Son français est excellent. Qu'en anglais, ça fait c'est long. Mais oui, parce que... C'est sûr que les idées peuvent moins bien passer si on est moins à l'aise dans une autre langue. C'est aussi une question, je pense. Tu regardes M. Singh, puis tous les candidats, M. Poilievre, le nouveau chef du Parti conservateur, son français est excellent. Il est très, 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 très bon. Maintenant, dans un débat, il faut que tu sois vite, puis souvent, c'est difficile mais c'est de même que c'est. Aujourd'hui, au Canada, c'est important que les candidats parlent les 2 langues officielles, puis... ça, c'est tout un autre débat. Et au Québec, on n'a pas ce problème. Au Québec, c'est mieux de bien parler français. Oui, absolument. Ça, c'est pour les débats. Mais Alex, toi, tu vas nous parler un peu plus des autres moyens de communication qui peuvent aider les candidats à travers leur campagne. Bien, je me suis attardé là, un peu dans notre préparation à ce balado-là au slogan, parce que comme on le sait dans notre ligne de travail aussi, quand on travaille sur des campagnes pour nos clients, on prépare ce qu'on appelle des messages clés. Donc ça aussi, c'est très important et je pense que le slogan de campagne est entre autres un message clé parce que c'est censé capturer rapidement en peu de mots, de manière succincte, ce pourquoi le parti vit, ce à quoi le parti croit, puis ce pourquoi les
les électeurs, dans le fond, la raison pour laquelle les électeurs devraient voter pour eux. Donc, c'est quand même un gros mandat quand on veut avoir quelque chose de succinct qui tient des fois, puis on va le voir avec les slogans qu'on a dans cette campagne-là, des fois en un mot, 2-3 mots. Donc, des fois, on peut, miss the mark en anglais, mais on peut justement manquer la cible. Alors, c'est un peu là-dessus que j'ai regardé. Fait que, premièrement, quand on regarde au niveau des slogans donc du Parti conservateur du Québec, le libre chez nous, disons qu'il a fait couler beaucoup d'encre, qui fait peut-être penser au maître chez nous de Jean Lesage, qui a le lien quand même là, qui a une idée très différente. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que même si, il a, disons, peut-être polarisé certaines personnes sur ce slogan-là, c'est quand même, selon une étude, un sondage de Léger, le slogan préféré des Québécois. Donc, à 20 %. Donc, même les gens qui auraient une intention de voter pour le Parti conservateur québécois, oui, aiment ce slogan-là, mais même des gens qui, en théorie, ne voteraient pas, ne seraient pas partisans du Parti conservateur du Québec, bien, on voit dans ce slogan-là quand même quelque chose de simple, on comprend. Puis je pense que le slogan, quand même, on peut débattre de est-ce qu'on a besoin d'être libre chez nous? Est-ce qu'on est libre au Québec? Je crois que oui, mais ça part quand même à la base électorale du Parti conservateur québécois, les gens que Éric Duhaime tente de rallier. Fait que là-dessus, je pense qu'ils ont réussi quand même avec leur slogan à capturer l'essence de leur parti. Quand on regarde la CAQ avec le continuons, c'est très simple, puis ça lance le message très clair, qui est en fait, ce slogan-là est même le deuxième favori au Québec. C'est sûr que moi, de mon côté, ce que je trouve, ça ne communique pas tant une émotion, mais par contre, ça dit clairement aux Québécois, donnez donc la chance à la CAQ de se prouver, parce qu'on s'entend comme bien des gens, bien des entreprises, mais on a dû se mettre sur pause un peu pendant un gros 2 ans à cause de la pandémie. La CAQ, le gouvernement a dû gérer cette pandémie-là, n'a peut-être pas pu mettre en place tout ce qu'ils auraient voulu faire. Donc, l'objectif est de convaincre les Québécois de dire, regarde, on a fait une bonne job avec la pandémie. C'est le message qu'ils essaient de passer. Puis ils disent, donnez-nous la chance de nous prouver encore avec un autre mandat fort. Donc, c'est un peu l'essence de ce slogan-là. Puis je pense que c'est clair pour les gens. Quand on regarde au niveau du PLQ, donc du Parti libéral du Québec et du PQ, ce que je trouve intéressant, c'est que on parle de vérité, OK? Dans le sens, dans les deux, il y a voter vrai pour le PLQ. Puis du côté du Parti québécois, on parle du Québec qui s'assume. Donc oui, encore là, un peu l'essence de l'indépendance, mais aussi pour vrai. Donc, ce que j'ai noté là un peu, c'est que je trouve que c'est ça, cette notion de vérité-là, parce qu'on sait qu'il y a un déficit peut-être de confiance envers certaines de nos institutions politiques et donc il essaie de regagner un peu peut-être cette confiance-là auprès d'un électorat qui peut être peut-être cynique vis-à-vis la classe politique en général. Donc ça, moi, je trouve que c'est ça qui ressortait. Et sinon, j'ai gardé pour la fin celui de Québec solidaire avec Changer d'air, que je trouve aussi intéressant. Certains ont trouvé peut-être la facture, la façon dont c'était présenté sur les pancartes électorales avec la petite flèche, ça coupait le slogan, c'était un peu moins clair. Moi, ce que j'aimais bien dans ce slogan-là, c'est qu'encore là, c'est, premièrement, je suis un fan de jeux de mots, donc je ne pouvais faire qu'autrement que d'aimer ce slogan-là, je pense. Mais c'est que, encore là, ça rime avec le nom du parti. Il y a comme quelque chose au niveau de la sonorité, ça fait très, en tout cas, je vais dire chanson ou rythmé. Puis également, ça incarne le changement. Donc, encore là, on est en opposition. Donc, ils ont été capables, c'est bon, Québec solidaire a quand même, sur la trame politique en général, ont été capables de bien se définir une zone. Puis je pense qu'avec ce slogan-là, ils le redéfinissent encore, qu'ils veulent vraiment se mettre, on va dire, en opposition avec la CAQ, ce que la CAQ veut faire, puis de dire, là, si vous voulez aller ailleurs, venez chez nous. Donc, là-dessus, je trouvais quand même que les slogans, en tout cas, la majorité des slogans avaient quelque chose d'intéressant. Au niveau du PLQ et du PQ, je trouvais que c'était un petit peu peut-être, ça allait chercher moins peut-être la fibre émotionnelle. Vous, de votre côté, Julie et Maurice, est-ce que vous pensez qu'un slogan peut faire ou briser une campagne, ou encore là, c'est juste un élément parmi tant d'autres? J'allais vous poser la question, moi aussi, justement. Je n'ai pas l'impression, en tout cas, à mon avis, à moi, qu'un slogan en tant que tel, ça fait partie des éléments de communication qui sont importants, mais je ne pense pas qu'au niveau des électeurs, la majorité doivent s'y attarder puis que ça a une incidence après coup sur leurs intentions de vote. Là. C'est un bon point, Julie. Ça fait partie d'un ensemble. OK? C'est un élément dans un ensemble de communication. À mon avis, il y a quand même eu des focus groups en bon français. Puis certains, je suis convaincu que tous ces slogans-là ont été peut-être pas endossés, mais discutés dans ces genres de groupes de discussion-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Julie. C'est un ensemble parmi
tous les autres moyens de communication qui ont. C'est comme les pancartes. Hein. Je pense qu'Alexandre avait quelque chose un peu là-dessus, le visuel. OK? C'est important. Le visuel peut faire une différence, peut-être même plus qu'un slogan, parce que si tes affiches ne sont pas bien identifiées ou les couleurs ne sont pas bonnes, ça peut avoir un impact. Mais c'est quand même minime à la fin de la journée. En effet. Puis tu sais, juste pour compléter là-dessus, quand je faisais, disons, mes lectures un peu, il y avait un expert en marketing politique du UK, donc justement du Royaume-Uni, qui lui a fait un statuet que les slogans, en effet, ne font pas ou brisent une campagne. Par contre, pour être efficace, il y a certaines choses, donc elle doit être naturellement simple, doit être en adéquation avec la vision du parti politique, naturellement, mais également doivent capturer disons, on va dire, le sentiment actuel dans la population. Ou si on voit une tendance, si on voit quelque chose, il y a un discours ambiant, si le slogan capture peut-être ce sentiment de la population, ça va rallier des gens, ça va pouvoir peut-être permettre par la suite d'influencer, de rassembler, puis aussi peut-être de cristalliser le vote de certains électeurs. Donc, il y a quand même, comme vous dites, je pense que c'est un tout, mais ça fait partie, ça peut avoir un certain impact en effet. Maurice, je serais curieuse de t'entendre sur l'évolution justement des moyens de communication qui ont contribué justement aux élections à travers les années. Avec l'arrivée des médias sociaux, on s'entend que l'ajout de politique, comme plein d'autres éléments dans notre société, ont drastiquement changé. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là par rapport à des élections que tu as vécues auparavant, puis que maintenant, on est complètement ailleurs? Les gens qui sont peut-être un peu plus vieux se souviendront. 20 ans passés, là, ça fait pas si longtemps que ça. Là. OK, c'est une génération passée, vous me direz, mais tu n'avais pas de médias sociaux là, OK, qui étaient impliqués dans une campagne. Tu n'avais pas ça, ça commençait simplement. Aujourd'hui, tu ne peux pas oublier les médias sociaux, c'est impossible. Tu ne peux pas faire quelque campagne que ce soit une campagne politique ou de marketing, vous le savez, tu ne peux pas passer à côté des médias sociaux. Je dirais même, avant même les médias traditionnels comme la télévision ou bien les journaux, tu ne peux pas. Ceci étant dit, il y a certains éléments qui sont restés constants. Les affiches, par exemple. Je veux dire, 50 ans passés, tu n'avais des affiches. Tu n'as encore aujourd'hui. OK? Elles sont peut-être plus belles, plus sexy, puis sont peut-être encore au plex au lieu d'être en carton, mais tu as encore des affiches. Ça fait, il y a certaines choses qui restent. Il y a des annonces dans les journaux. OK? La publicité dans les journaux. Que ce soit un journal de papier qui en a de moins en moins, mais à l'Internet, sur le web, tu n'as. En fait, il y a certaines choses qui ne changent pas. Mais tu ne peux pas aujourd'hui passer à côté des médias. Non seulement tu ne peux pas, mais c'est la même chose au niveau de l'organisation. C'est tellement. Le ciblage devient tellement pointu, tellement précis. Oui, c'est encore important de faire du porte-à-porte, tout à fait, mais tes électeurs sont déjà pratiquement identifiés même avant que tu fasses ton porte-à-porte. Ça fait que pour venir oui, les médias sociaux aujourd'hui, c'est un incontournable. Et de plus en plus d'ailleurs. Ça me fait penser, Alex, à notre premier ministre qui était pendant la pandémie, qui est arrivé sur TikTok. Ces choses-là, on n'aurait pas pu prévoir ça autrement. En effet, et ça me fait rire parce que justement, quand on se préparait un peu pour ce balado-là aussi, je faisais un peu de recherche et puis la presse avait un peu, avant que la campagne débute, avait voulu voir un peu, quelle est la présence des différents partis et des différents candidats sur les médias sociaux. Et à l'aide du professeur en journalisme, Jean-Hugues Roy, ils ont fait une analyse un peu de l'utilisation des plateformes sociales. Et ce que tu mentionnes, Julie, justement, c'est assez étonnant. On n'imaginerait pas, mais le roi de TikTok au Québec en politique, c'est François Legault. Oui. Et honnêtement, pour être allé voir quand même son profil, je trouve que c'est très rigolo. Bon, peut-être que certains auraient envie de lui dire un hockey boomer, mais pour vrai, je trouve quand même que plusieurs de ses vidéos sont très drôles. Et il réussit en fond, l'équipe qui l'entoure aussi, puis c'est un peu ce que le responsable des médias numériques de la CAQ disait. M. Legault est quand même impliqué. Par contre, il veut vraiment, c'est pas seulement une équipe autour qui le conseille. Lui-même va être impliqué dans ce qui va être véhiculé, ce qui va apparaître sur les médias sociaux. Donc, ça paraît. Mais ça transparaît sur, par exemple, Facebook, ça transparaît dans le ton de son contenu qu'il est derrière ça d'une certaine manière, que ce n'est pas nécessairement juste quelqu'un qui l'a écrit à sa place et qui ne l'a pas consulté. Là, on sent vraiment que c'est lui derrière la plateforme. Et on voit chacun des candidats, puis Maurice, je vais tendre un peu la perche pour avoir ton commentaire là-dessus. On voit que beaucoup des candidats, justement, essaient d'amener aussi, puis les réseaux sociaux ont amené ça aussi, un peu
l'envers du décor, d'humaniser les candidats, de que ce ne sont pas que des hommes ou des femmes politiques, qu'ils ont aussi une vie en dehors de ça. Justement, François Legault qui parle de ses lectures préférées, qui va commenter le hockey. Jusqu'à quel point, Maurice, c'est important que les candidats fassent ça ou au contraire, ça enlève finalement les projecteurs sur les vrais enjeux de la société? C'est très important qu'ils fassent ça, à mon avis, parce que les gens vont voir à travers, si une personne n'est pas sincère, tu t'en aperçois. OK? Tu le perçois, tu le ressens peut-être pas intellectuellement, mais tu le sens, là, tu le perçois. Là, OK? C'est important. M. Legault veut dire très rapidement là-dessus. Il y a deux fils, je pense, qui sont la jeune vingtaine, quelque chose du genre. Enfin, c'est évident qu'il est au courant des réseaux sociaux, ne serait-ce que par ses propres enfants. Mais non, je pense que c'est très important. Les gens apprécient, même si tu n'es pas d'accord, les gens vont apprécier qu'un candidat ou une candidate soit sincère. Okay? J'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux une photo du ministre de la Santé, M. Dubé, avec son fils, okay? En Gaspésie. Okay? Faisait campagne. Là, c'est une belle photo. C'est une très belle photo. OK? Père-fils, tous les deux, beau sourire. OK? Donc, c'est des humains derrière de tout ça. Je pense que c'est tellement nécessaire. La période des questions en chambre ou même à l'Assemblée nationale, c'est tellement stagé en bon français. OK? C'est ce qui dégoûte les gens souvent. Peut-être pas dégoûté, mais tu gardes ça, puis ça fait que quand tu vois M. Legault, le premier ministre, qui parle de hockey, qui parle des choses que les gens peuvent comprendre au lieu de parler de choses compliquées, c'est très, très, très important. À mon avis, tu ne peux pas passer à côté de ça aujourd'hui. Tout à fait d'accord avec toi. Absolument. Moi, je trouve que ça humanise le chef ou la chef de parti. Ça prend ça. Puis il y en a pour qui tu vois que ça vient plus naturellement, puis qui sont plus à l'aise dans ce cadre-là. Puis il y en a que tu vois que c'est pas trop naturel, puis qu'on doit un peu plus forcer la chose. Là. On les nommera pas. Ouais. C'est un bon point que tu fais là, Julie. Ça, c'est la même chose quand tu vois un homme ou une femme politique dans une foule. OK? Il y a des gens, là, ils aiment le monde, ouais. Ça paraît. OK? Monsieur Legault, quand il est dans une foule, tous les candidats d'ailleurs, à mon avis, ouais. Ils sont à l'aise, ils aiment le monde, ça paraît. Tu ne peux pas faker ça. Non. OK? Il y en a qui sont plus mal à l'aise, il y en a qui sont plus timides, mais non, ça paraît, puis c'est là que tu les vois vraiment comme ils sont ou comme elles sont. Ça fait que ça aussi, c'est important. Puis peut-être, Maurice, une chose sur laquelle j'aurais aimé t'entendre, bon, comme tu l'as mentionné plus tôt, tu as été des deux côtés, on va dire, de la clôture, ouais. Mais en ce moment, le travail que tu fais, c'est d'essayer, on va dire, d'attirer l'attention des fois des politiciens sur des enjeux. Comment est-ce que, ce serait quoi les meilleures façons pour que ce soit des groupes d'intérêt, que ce soit des organismes qui ont des enjeux de société, qui veulent que ces enjeux-là deviennent finalement un enjeu peut-être d'une campagne électorale ou juste en temps normal lorsque les partis vont être et que le gouvernement va être en session, tout ça à l'Assemblée nationale. Comment est-ce qu'on fait pour attirer l'attention du gouvernement sur des enjeux qui peut-être en ce moment, bon, ils ne priorisent pas? Est-ce qu'il y a une façon de le faire, puis quelle est la bonne façon? C'est difficile. C'est difficile pendant une campagne électorale. Il faut que les enjeux aient été identifiés un peu à l'avance. Un exemple qui me vient en tête, vous vous souviendrez, Maxime Bernier, lors de la dernière campagne fédérale, celle d'avant, je ne m'en souviens pas, il avait dit qu'il était contre la gestion de l'offre. Okay? La gestion de l'offre, c'est au Canada, ce qui permet à nos producteurs de lait, de volaille et de porc d'avoir un accès garanti au marché canadien, oui. Ces choses-là. Pour faire une grande histoire courte, okay? Ces personnes-là, les gens dont leur job dépend de la gestion de l'offre, ils se sont mis ensemble, puis ils ont été après, puis il a perdu. Il a perdu son siège. Ça fait que ça arrive, ça peut se faire, mais regardez la campagne actuelle, OK? On parle un peu d'environnement, on ne parle pas beaucoup d'éducation. Pourtant, on sait comment c'est important. Fait, pour venir à ta question, c'est pas facile, c'est pas évident. Et ce qu'il faut faire, à mon avis, souvent, c'est premièrement maîtriser le dossier. Deuxièmement, parler aux bonnes personnes au bon moment. C'est pas évident. Ce que les gens ne comprennent pas ou ne réalisent pas souvent, c'est parce que lorsque tu es dans un cabinet de ministre, un exemple, OK? Tu as 20 minutes avec le ministre, OK? Bon, tu amènes ton groupe, tu es tout content, le groupe voulait que tu rencontres le ministre, la ministre, tu les rencontres. Dès que le ministre vient, il fait sa rencontre avec son staff et tout ça, bien, la rencontre n'est pas finie, sa tête est déjà ailleurs, là, OK? Il y a une grosse présentation à faire au cabinet, il y a un gros dossier à défendre dans son comté. Oui, tu as eu ton 20 minutes,
Mais après ça, c'est le staff, OK? C'est le personnel qu'il faut. C'est beau, souvent les PDG vont dire, il faut que je parle au ministre. Ouais, mais après ça, là, c'est le staff qui va faire si ça va se passer ou pas. Fait tout ça pour dire que c'est pas facile, mais bon, faut y aller au cas par cas, puis networking, OK, le réseautage, tout le temps, c'est toujours important. Moi, je suis arrivé ici plusieurs années passées, c'était important, c'est aussi important aujourd'hui. Le contact personnel, le contact humain. Et aussi, probablement, d'essayer de rallier le plus possible l'opinion publique. Donc, justement, lorsqu'on combine le tout avec des efforts avec, par exemple, des médias crédibles, des médias de masse, des fois, il y a des sujets qui vont ressortir et qui vont devenir une priorité. Tu sais, quand on regarde au Québec, qu'est-ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue avec la fonderie Horn? Je veux dire, oui, les gens d'Abitibi-Témiscamingue et les gens dans la région là-bas sont mobilisés, mais j'ai même l'impression qu'avec tout ce qui est sorti dans les médias, partout au Québec, tout le monde est rallié derrière la population là-bas en disant il faut que quelque chose change. Donc, déjà là, très bon. Disons que cet item-là est monté assez haut dans les priorités de l'agenda politique, je présume. Absolument, Alex. Puis nous, dans notre langage, on appelle ça PR for GR. Donc, on fait des relations publiques pour aider les relations gouvernementales, accélérer le dossier, etc. Puis ça, on en fait beaucoup à l'agence. Tout à fait. Ça prend les deux, absolument. Tu compétitionnes pour de l'attention, que ce soit médiatique ou politique, avec un paquet d'autres personnes, un paquet d'autres dossiers. Fait que c'est pas toujours évident. Aussi, souvent, c'est important, pour revenir à ce que tu disais, Julie, oui, c'est important dans des relations publiques, mais souvent aussi, dépendamment des dossiers, c'est préférable que ça se passe comme à l'arrière-scène. Exactement. Enfin, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Mais à la fin de la journée, c'est monter un dossier puis le préparer de la meilleure façon possible. Souvent aussi, ce qui est important, moi, les meilleurs lobbyistes consultants que j'ai vus lorsque j'étais au gouvernement, c'est ceux qui venaient me voir et qui me disaient « Bon, Maurice, voici, nous, on a un problème, puis voici votre position à vous autres au gouvernement. On peut-tu trouver une façon de, tu sais, en d'autres mots, voir une façon de tu sais, on n'aura pas tout, mais vous autres, vous avez un dossier à défendre, on comprend, OK? Puis essayons de trouver une solution mitoyenne, si tu veux. Ça, c'était les meilleurs, OK? Les gens qui arrivent puis qui sont conscients que le gouvernement a une position, puis toi, ton dossier est diamétralement opposé, ça ne marche pas, OK? Ça ne marche pas. Il faut comprendre, il faut accepter que les gouvernements ont des positions. Puis, si ça va contre ton dossier, ben, faut que tu fasses ton lobbying. Faut que tu dises, regarde, voici pourquoi ça ne marche pas pour moi, là. Okay? Tu le sais, Julie, vous le savez, Alexandre, vous l'autre aussi. Fait que c'est souvent du travail de longue haleine. Souvent, c'est du travail de long terme, c'est ce que j'allais dire. Les gens, les PDG, là, souvent arrivent parce qu'ils sont habitués à prendre des décisions, ça va vite. Le gouvernement, là, c'est pas si vite que ça. Non, c'est une grosse machine. Mais, ben, merci, Maurice. J'ai l'impression qu'on aurait pu faire une autre heure à discuter de politique et de communication en temps électoral. Ça a été une conversation super agréable, Maurice. Puis merci d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ton expertise est grandement appréciée. Puis je suis certaine que les auditeurs vont apprécier. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai bien aimé. Très hâte d'écouter le balado. Et puis, on espère que vous allez battre des cotes d'écoute. Comme les élections. Oui, c'est ça. Alexandre, en deuxième segment, tu t'entretiens avec une ancienne collègue de toi d'école, Aude Élisabeth Saint-Pierre, qui est une ancienne attachée de presse. Donc, j'ai bien hâte d'entendre ton entrevue. Ben oui, tout à fait. Moi, je dirais que dans notre domaine, c'est quand même une profession qui m'intrigue d'aller voir justement comment ça se passe sur le terrain quand on est avec les politiciens. Parce que, comme on le sait, des fois, disons que les journées sont courtes et il se passe beaucoup de choses. Donc, j'ai bien hâte d'en parler avec elle puis de pouvoir partager un peu son expérience avec tout le monde. Absolument. Bonne entrevue. Donc, pour notre portion d'entrevue, j'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui pour notre spécial élections et communication politique, une ancienne conseillère politique et attachée de presse de l'ex-député de Terrebonne, Mathieu Traversy, de 2010 à 2018, et également une amie, hein, on va tout dire pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Donc, Aude Élisabeth Saint-Pierre. Bonjour Aude, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. J'ai bien hâte de démystifier un peu ça avec toi, là, les élections, la communication là-dedans.
Oui, bien, pour vrai, tu sais, on en parlait dans notre domaine des relations publiques, dans notre domaine des communications. Je pense qu'en étant un passionné de politique, ce que tu as fait, dans le fond, dans ta carrière, au niveau justement d'attaché de presse, d'attaché politique, ben, disons, ça me fascine. Fait que je suis content qu'on ait la chance d'en parler encore plus abondamment un peu de ce que tu as fait, puis de démystifier finalement peut-être pour, on va dire, le commun des mortels. Qu'est-ce que ça fait un attaché de presse? Fait que merci beaucoup. Ouh! Ben, en ce moment, justement, bon, tu le sais, je veux dire, je pense qu'on est en pleine campagne électorale. Je t'apprends rien, j'espère. Tu as vécu toi-même quand même plusieurs campagnes. Quel souvenir tu gardes de ces différentes élections-là? C'est quoi l'ambiance? C'était quoi ton rôle? Comment ça se passait quand tu accompagnais ton député, ton candidat? Oui, bien, depuis 2008, là, dans le fond, c'était ma première campagne d'initiation. Puis, c'est toujours des bons souvenirs. Là, c'est toujours un 33-35 jours là, assez intense dans un local électoral loué qui sent le coroplace, mais c'est aussi beaucoup d'adrénaline, beaucoup de belles rencontres. On va à la rencontre des gens, mais aussi des bénévoles. Donc, c'est du travail acharné. J'en garde des souvenirs des rires, mais aussi des beaux échanges, autant avec les gens qu'avec d'autres collègues aussi, des réflexions qui se finissent souvent tard, des fois autour d'un petit verre de scotch ou tout ça, mais on essaie de trouver le meilleur pour la campagne, de se repositionner, de se remettre en question, tout en gardant notre plan un peu, mais c'est ça, c'est tout le temps des belles réflexions, puis des beaux sentiments là, de travail accompli, de réussite, là, peu importe le résultat, c'est du dépassement. C'est un bon point que tu amènes, puis que je trouve qui est très intéressant, le fait que la campagne électorale amène à être un peu, en tout cas, en anglais, on dirait un work in progress. Donc, comme tu disais, vous avez un plan de match, vous avez un plan de communication, vous voulez communiquer certaines idées. Donc, vous avez déjà quelque chose de très clair, mais jusqu'à quel point, justement, des fois, on rectifie le tir ou on peut rectifier le tir au quotidien. Donc, c'est un peu cet aspect-là là, de répondre, finalement, puis d'être à l'écoute de ce qui se passe puis des conversations. On a un plan de campagne, on part avec ça, puis à peu près à chaque semaine, on a un grand thème, on évolue, mais c'est sûr qu'au courant de la campagne, il y a des choses qui se font même nationalement, donc il faut s'ajuster. Moi, j'étais plus au niveau d'une circonscription comme telle, donc veut pas, on est dépendant de la campagne nationale. Des fois, ça part sur un angle qu'on n'avait pas tant vu venir, ou des fois, on voulait moins aborder, mais il faut quand même le traiter. Fait que c'est sûr qu'on se réajuste, mais on essaie le plus possible de garder notre plan parce qu'au départ, il y a des choses qu'on veut dire, il y a des gens à qui on veut s'adresser. Donc, c'est le plus possible de garder notre focus puis de pas de réagir aussi dans l'impulsivité, là, de dire à vif, là, vite, il faut se réajuster parce que telle chose. Le plan était bon au début, donc il y a encore des chances qu'il soit bon même après tout ça, là. Puis, ben, c'est ça, on le dit, je pense, depuis le début de cette conversation-là, tout bouge vite en élection. Puis, un des enjeux ou un des aspects très importants, je pense, de notre travail en communication, c'est de bien connaître, bien cerner le public cible. Puis, encore plus pour vous, les électeurs, dans votre comté, qu'est-ce qui leur importe? Qu'est-ce qui va les faire bouger, les faire aller à l'urne et à voter pour vous? Comment vous gardez le pouls du public cible, de vos électeurs? C'est quoi les outils que vous utilisiez pendant la campagne pour dire, tu sais, vraiment les outils qui étaient très utiles pour vous, pour dire, hey, on sait ce qui se passe puis ce qui se dit pour vrai, puis on sait que ce qu'on communique, bien, c'est la bonne chose aussi. On se l'est dit, la dernière campagne que j'ai faite, c'était en 2018. Fait que peut-être les outils de communication technologique étaient moins au point à ce moment-là, mais le pouls du terrain, là, ça ment pas. Donc, nous, on se fiait vraiment aux rencontres qu'on faisait, le porte-à-porte, les téléphones, les rencontres dans des événements, les assemblées de cuisine. C'était vraiment là le vrai pouls. Puis même, plus spécifiquement aux communications, les sondages demeurent un outil toujours agréable là, à consulter. Ouais? Oui. Et d'autant plus aujourd'hui, un petit peu là, les médias sociaux, mais à utiliser avec un bémol, là, je te dirais. Mais oui, les sondages, j'ai aimé ta réaction. Parce que j'en dirais que je me pose la question parce que souvent, quand un politicien se fait dire justement, dans tel sondage, on a vu telle intention de vote et tout ça, souvent ils se disent, on ne regarde pas les sondages. Puis c'est ça que je me pose comme question, c'est un petit peu, comme on dit justement, de la bullshit ou finalement, c'est utile pour vous autres? Dans le fond, on dit en politique, on ne commande pas les sondages, mais on les regarde, on les analyse, ça c'est sûr. Parce que, malgré là, que certains peuvent dire peut-être le contraire ou tout ça, ça nous donne un bon portrait général de qu'est-ce qui se passe. Donc, les grands enjeux, qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce qui intéresse les gens. Puis ça nous donne aussi
un aperçu des régions, comment ça se trame, comment ça bouge le vote. Tu sais, dans certaines régions, on le sait, on a des châteaux forts, donc est-ce que ça va bien? Tu sais, fait que c'est vraiment des pôles de référence en ce sens-là. Et puis, sinon, il y a un fait intéressant à aller chercher aussi dans les informations de sondage, c'est souvent sur la deuxième intention de vote. Oh! Donc, on demande aux gens la première, puis la deuxième ensuite. Donc, dépendamment où est-ce qu'on se situe dans la deuxième intention de vote, c'est intéressant aussi parce qu'on sait que des fois, dans les gens qui n'ont pas fait leur choix, il y a encore un potentiel là, à aller chercher ces gens-là. Donc, c'est vrai. Malgré tout, les sondages, c'est intéressant. Puis aujourd'hui, les grandes firmes là, de sondage sont de plus en plus précises là, dans les résultats. Ils ont raffiné leur algorithme et tout ça. Donc, la marge d'erreur est minime. Encore plus réduite. Oui, c'est ça. Fait que OK. c'est quand même intéressant, mais il ne faut pas se fier au sondage pour dire, ah bon, ben là, tel parti va gagner, je n'irai pas voter. Donc, ça, c'est encore le défi chez les lecteurs, mais le sondage demeure un bel outil là, à l'interne. Et puis, même localement, dans une circonscription, le candidat fait un peu des sondages internes. Quand il va sur le terrain, c'est une grosse base de données qu'on veut monter. Donc, on veut savoir où sont nos appuis, puis essentiellement aussi qui sont nos appuis, parce qu'on va se le dire, l'objectif, c'est que ces gens-là aillent voter le jour du vote. Oui. Donc, ça aussi, ça se travaille. Puis, ça, c'est le travail de plusieurs bénévoles et du candidat dans la campagne là, pour noter tout ça. Puis, on appelle souvent ça une machine électorale, tu sais. Puis, à Terrebonne, on a vu par le passé là, que ça a fait la différence, cette machine-là. Donc, notamment là, en 2012 contre Gaétan Barrette, là, Oui. on s'en souviendra. Et Gaétan aussi. Oui. Tu l'as mentionné tantôt un peu, je pense, dans les années où tu étais dans l'équipe, les médias sociaux, les plateformes numériques n'occupaient pas nécessairement la même importance. Par contre, avec ton regard externe aussi, puis tu ne peux pas te continuer à suivre un peu on va dire peut-être ce que Mathieu Traversy, l'ex-candidat avec qui tu travaillais, qui est maintenant maire de Terrebonne, a fait peut-être récemment pour sa campagne électorale pour la mairie. À quel point tu vois ces outils-là, comme quelle place ils prennent justement dans toute la campagne électorale ou dans la communication aux citoyens? Jusqu'à quel point est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui est un ajout que, bon, c'est un incontournable, on n'a pas le choix de vivre avec, mais est-ce que ça a aussi un impact réel et concret? Avec ce que tu observes ou ce que tu entends dans tes discussions, parce que tu es plus directement impliqué dans les campagnes électorales ou dans la communication politique pour l'instant, mais qu'est-ce que tu vois avec ces plateformes-là, le rôle que ça joue? Ça a pris vraiment une grande place. Tu sais, la dernière fois, en 2018, ça fait pas si longtemps. Tu sais, puis ou même quand j'ai commencé, on avait un hebdo régional une fois par semaine avec une demi-page, puis on espérait que notre message passe comme il faut. Tu sais. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable, mais il ne faut pas tout mettre nos œufs dans le même panier, par contre. Là. Tu sais, c'est le fun de voir où est-ce qu'il va le candidat, qu'est-ce qu'il fait, tout ça, mais c'est important aussi là, de partager des idées puis de s'intéresser aux idées des gens. Donc, encore là, tu sais, la rencontre sur le terrain, ça demeure un essentiel pour, tu sais, garder le pouls, on l'a dit tout à l'heure. Puis, tu sais, la rencontre, la politique de proximité, là, moi, j'y crois profondément. Oui. Puis, tu sais, c'est avant tout un échange, la politique, là, tu sais, on veut donner nos idées, mais on veut savoir si le monde y adhère, puis on veut savoir qu'est-ce qui les préoccupe et tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que les médias sociaux, ceux qui nous répondent, bon, ben il y a une grande partie de commentaires rapides, des fois gratuits, tout ça. Fait que peut-être que le retour, là, le feedback n'est peut-être pas nécessairement 100% bon, mais il faut quand même y tenir compte. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est ça, c'est un incontournable. Il faut le mettre dans nos plans de com, il faut le mettre là, mais je pense qu'il faut aussi se diversifier là, dans nos outils de communication. C'est une chose sur laquelle j'avais un peu une réflexion, puis je voulais t'entendre là-dessus. Les médias sociaux, les médias numériques, on voit, peut-être les endroits, c'est plus, peut-être pas flamboyant ou tape à l'œil, mais tu sais, justement, les débats télévisés, les prises de position dans les médias, on a l'impression que bon, c'est ça qui a un gros impact. Mais tu l'as mentionné, moi, je trouve que la communication politique, il y a vraiment ceux qui se démarquent probablement puis peuvent bien tirer leur épingle du jeu, c'est ceux qui ont vraiment cette communication de proximité-là. Fait que finalement, les fameux soupers spaghettis et les épluchettes de blé d'Inde, là, ça marche. C'est ça que tu me dis?
C'est sûr que c'est ça. Ça fait beaucoup d'investissement de temps, toutes ces activités-là, mais c'est vraiment là qu'on rencontre le candidat puis qu'on rencontre nos citoyens, parce qu'on va se le dire, là, une pancarte, ça ne dit pas grand-chose sur la personne. Je pense que tous les candidats ont intérêt à aller se vendre, puis souvent on dit « Ah, lui, il a l'air de tout ça », mais quand tu le rencontres en vrai, tu dis « Wow, ouais, quelle belle personne, des belles idées, j'aime ça, j'ai connecté ». Fait que c'est vraiment dans ces moments-là. Donc, oui, c'est ça. Les soupers spaghettis, les événements publics, là, ça permet un contact direct, là, je dirais. Donc, c'est le fun de voir dans les campagnes nationales. Tu sais, c'est autre chose complètement, là, les autobus de campagne avec le chef. Oui. Fait que, tu sais, c'est le fun de voir les grands profils, les grands enjeux. Mais quand on arrive sur le terrain, ben, d'adapter aussi la plateforme politique à des enjeux plus locaux, puis d'être au courant de tout ça, d'engager le dialogue, ben, tu gagnes une belle crédibilité aussi avec ta population. Fait que c'est sûr, c'est un grand travail à faire, mais c'est là, je pense qu'on peut gagner des points, là, si je peux me permettre l'expression. Puis les candidats, dans le fond, peuvent avoir un impact, ou en tout cas, quand on les rencontre, finalement, puis qu'on découvre la personne derrière la pancarte, parce qu'une pancarte, en effet, c'est juste 2D, hein, puis on est quand même des êtres 3D, peut-être 4D, 5D, qui sait, on a beaucoup de profondeur. À quel point tu penses que le candidat dans une circonscription a vraiment un impact sur le vote, ou au contraire, c'est plutôt le chef, le parti, qu'est-ce qui prime le plus? Puis là, pour l'avoir vécu dans les élections auxquelles tu as été impliqué, personnellement, j'ai rencontré Mathieu Traversy, je sens que c'est quelqu'un de très impliqué dans sa communauté, fait que je pense qu'il y avait quand même un certain capital de sympathie, mais encore là, comme je te dis, quand vous évaluez là, l'impact, est-ce que c'est le candidat a vraiment un gros impact ou ça dépend des circonscriptions et des circonstances? Mais en fait, je te dirais toutes ces réponses, mais souvent, on va dire, dans une campagne politique, là, le candidat a un poids de à peu près 5 Puis il est vraiment très bon candidat. Je pense, François Gendron en Abitibi, à l'époque, Mathieu Traversy, puis il y en a d'autres aussi. Donc, eux, peut-être vont chercher un 7-8 mais le reste, c'est vraiment sur la campagne nationale, beaucoup. Puis souvent aussi des gens qui sont juste persuadés qu'ils votent pour tel et tel parti. Fait que déjà, en partant, il y a une partie de ton vote qui est campée de part et d'autre. Et puis, dans le milieu, il y a des gens qui sont en réflexion. Donc, c'est eux qu'on veut séduire, mais c'est sûr que ça joue beaucoup là, au niveau national avec les chiffres, leurs sorties, leurs réactions, ce qu'ils dégagent. C'est ça. Puis aussi, la performance du débat des chefs. On ne s'en cachera pas. Oui. La performance du débat des chefs, c'est toujours très important pour les gens qui magasinent encore ou qui ne savent pas là, pour qui voter. Puis, on voit souvent même de nombreux sondages là, qui commencent tout de suite après le débat des chefs. On veut savoir, suite à ces échanges-là, où est-ce que le monde se situe là, par rapport aux révélations. Puis également, qu'est-ce qui a le plus de poids? Est-ce que c'est le message du candidat, ce qu'il communique justement, ou ce dont il a l'air, ce qu'il projette? On se bat un peu contre ça, contre l'image, mais c'est pour ça qu'il faut aller parler aux gens. Mais parfois, on peut l'utiliser à notre avantage, cette image-là. Tu vois, en 2012, j'étais l'organisatrice de Mathieu Traversy dans Terrebonne quand on a appris que Gaétan Barrette se présentait contre nous. Puis les gens le voyaient comme un homme d'expérience, d'affaires presque, là, avec du vécu derrière sa cravate de médecin versus un jeune candidat qui briguait un deuxième mandat à 28 ans. Fait qu'on est allé jouer avec ça. On est allé au centre d'achat acheter des souliers de course bleu pétant, le bleu royal. Puis, on a fait une sortie avec ça en disant que nous, on était prêts à aller sur le terrain, à la rencontre des gens, puis que dès aujourd'hui, on allait mettre nos souliers. Puis, dans l'après-midi même, il y a Patrice Roy de Radio-Can qui est débarqué au local électoral pour faire des entrevues avec Mathieu. Et puis, c'est à partir de ce moment-là que Terrebonne a été mis comme un comté à surveiller. Donc, dans toutes les analyses nationales, on était sur la carte et puis on a commencé à nous en parler. Donc, les radars politiques étaient tournés vers nous, des radars nationaux. Fait que pour des souliers de course, là, ça a été vraiment une belle visibilité. Mais je pense que ça avait quand même, tu as raison, ça fait partie un peu de l'image, mais en même temps, il y avait un message aussi derrière. Fait que je pense que la combinaison des deux était très forte. C'est vraiment, c'est vraiment génial. Puis, on en a parlé un peu plus tôt sur le public cible à qui on s'adresse. Donc, justement, le candidat veut pas a un objectif durant la campagne électorale, c'est d'être élu. Puis après ça, quand il est élu, là, tu dois vivre avec tes citoyens, puis tu es maintenant le député de tous les citoyens. Donc, je voulais voir jusqu'à quel point, est-ce qu'en élection, tu vas t'adresser finalement justement qu'à une partie finalement de ta population parce que justement, tu veux faire sortir le vote. Puis ensuite,
tu dois adapter ton discours pour parler à la population générale. Comment on joue, comment on adapte cette conversation-là? Ou au contraire, on se dit, bien, on veut être le député de tous les citoyens, donc dès le départ, on s'adresse à tout le monde. Donc, toi, ta vision là-dessus, c'est quoi? Est-ce qu'on est un peu court terme avec l'objectif de gagner? Puis après ça, bien là, on a le pouvoir, ou en tout cas, on a l'aval de la population, puis là, on gère la population. En effet, oui, à qui on s'adresse, c'est important, mais en élection, il faut y aller avec nos valeurs puis nos messages. On ne peut pas commencer à avoir un double discours, puis à telle porte, je vais dire telle idée, puis à telle autre porte, je vais nuancer mon idée, puis à l'autre porte, bien, c'est rendu une autre idée. Donc, il faut vraiment être cohérent dans son message. Puis je pense que c'est là aussi qu'on est gagnant là, dans la transparence puis l'honnêteté. Donc, je pense qu'il faut, il n'y aura pas de... Comment je pourrais dire, il n'y aura pas de consensus en politique. Il y aura toujours des mécontents, mais il y en aura toujours des contents. Ouais. Donc, en partant de ce principe-là, ben, il faut se dire que nous, on défend nos idées, nos valeurs, nos messages. Et puis, par la suite, ben, c'est ça, on verra qu'est-ce que les gens choisissent. Puis, par la suite, par contre, quand on est élu, on devient député, bien là, tu as raison, on devient le député de tout le monde. Puis ça, je pense que c'est vraiment important, on devient un député de l'Assemblée nationale. Donc, on devient un député du Québec sans nécessairement avoir de logo politique dans notre bureau, tout ça. La porte est grande ouverte à tous les citoyens, peu importe l'allégeance, peu importe les idées. Puis, à ce moment-là, c'est vraiment important que la partisanerie là, demeure de côté. Le député est là pour le service aux citoyens. Essentiellement, là, peu importe leurs idées aussi. Là. Donc, ça, c'est vraiment très important. Il faut faire la différence. Selon toi, c'est quoi le plus gros défi qu'il y a en ce moment en communication politique? OK? Plus particulièrement peut-être dans le rôle que tu as joué en tant justement, que conseillère politique puis attaché de presse. Quand on regarde des fois peut-être l'environnement ambiant ou c'est un peu plus polarisant ou est-ce que justement même il y a des fois de plus en plus un manque de confiance envers, des fois on va dire, l'élite politique ou les politiciens. C'est quoi l'enjeu là, que tu vois au niveau de la communication pour que la connexion se fasse, que le message passe? Tu as raison. Il y a un grand cynisme envers la politique. Là. Parfois, même, les gens sont un peu désabusés ou, c'est quand on parle aussi de la réforme du mode de scrutin. Là, ça y est pour quelque part dans cette réflexion-là. Mais, le plus grand rôle de la communication, c'est de rester authentique. Puis aussi de bien préparer son candidat, donc de bien travailler avec lui selon ce qu'il veut faire aussi, que ça respecte encore là nos valeurs, mais nos idées. Puis, il faut le protéger des critiques aussi, qui sont maintenant instantanées avec les médias sociaux, tout ça. Mais c'est quand même important que ces enjeux-là, ben, ils lui soient quand même communiqués. Donc, c'est de trouver aussi l'équilibre dans le partage d'informations, dans les réactions, ajuster nos réactions. Ça va être de guider notre candidat. On travaille en étroite collaboration là, avec cette personne-là. Donc, le guider, prioriser son temps, ses activités en fonction de qui on veut rencontrer, quel message on veut donner, quels sont les enjeux à prioriser. Donc, ça, c'est un bon défi. C'est vraiment une tâche complète. On ne peut pas se lancer là-dedans là, sans connaître notre circonscription, l'électorat, les gens, leurs besoins. Donc, c'est vraiment un beau travail de réflexion en amont de la campagne. Et puis, même quand la campagne est terminée, c'est vraiment important de faire un retour puis de voir où est-ce qu'on était dans les bons coups, bien dans les mauvais coups aussi pour s'améliorer, parce que c'est vraiment un travail là, à long terme. Puis, un aspect que quand j'observe ce qui se passe en politique, puis comme je t'ai dit un peu plus tôt, j'ai une certaine passion, un certain intérêt pour le boulot que tu as occupé précédemment. Mais en même temps, j'ai l'impression que ça doit être très essoufflant parce que, tu sais, dans notre domaine sans agence, on va faire des fois de la gestion de crise, de la gestion d'enjeux, mais ça arrive une fois de temps en temps que malheureusement, il y a une situation qu'on doit gérer. Mais j'ai l'impression qu'en politique, là, votre quotidien, là, ce n'est que de la gestion d'enjeux parce qu'il y a toujours des potentiels, parce que tout est politique, là, dans le sens que la politique a un effet ou un impact sur la vie de tous les gens, donc ça a un impact dans le quotidien. Alors, comment vous viviez? Comment tu composais avec ça? Est-ce que pour toi, tu avais l'impression que justement, c'était un peu toujours sur le qui-vive, puis le téléphone peut sonner à n'importe quelle heure. Comment ça se passait, ça, même dans le quotidien, là, après l'élection? Mais pour l'élection comme telle, c'est sûr que c'est super intense comme moment. Là. C'est un petit peu plus qu'un mois que tu es là-dessus non-stop et tout ça. Donc, les familles sont averties et tout ça. Mais par la suite, c'est ça. C'est toujours d'être resté à l'affût la veille, d'être sur le qui-vive, comme tu as dit. Mais quand tu fais un bon travail, puis
que tu vas de l'avant, puis que tu as confiance à ton candidat, c'est moins stressant. Puis bon, c'est sûr que c'est beaucoup d'adrénaline, mais c'est pas une gestion de crise continuelle. Ça occupe beaucoup de temps. On en a parlé tantôt, les fameux soupers spaghettis, là, ça arrive souvent aussi. Fait que, il y a plusieurs volets au travail de député par la suite. Tu as tout l'aspect en circonscription, que ça demande une présence. Donc, ça, c'est du temps, c'est de l'énergie, mais tout le volet aussi à Québec. Donc, ça aussi, c'est beaucoup d'énergie mis là. Donc, c'est ça, tu sais, faut bâtir avec ça, mais ça demeure vraiment intéressant les deux. C'est une belle adrénaline. C'est pour ceux qui peuvent se le permettre, parce que c'est sûr, des fois, c'est très demandant quand on a une famille ou des jeunes enfants. Des fois, c'est des choix déchirants à faire, mais ça se concilie aussi très bien. Fait que c'est vraiment des choix familiaux là, qu'il faut faire, mais ça demeure vraiment une super belle expérience là, que j'ai eue. Puis des belles émotions malgré tout. Puis quand il y a une gestion de crise, ben, tu sais, on la gère, puis tant que ça ne tombe pas dans les problèmes d'éthique ou des problèmes vraiment plus personnels, donc ça, c'est plus délicat. Mais sinon, des fois, c'est arrivé, là, des petites erreurs, tu te retrouves sur le front du Journal de Montréal, tu sais, puis, ben, tu sais, c'est ça, c'est une belle, on apprend de tout ça, autant ton candidat député que toi, puis, non, c'est ça. C'est un passage obligé, la gestion de crise. C'est un exercice d'humilité quand on fait des erreurs, parce que c'est ça aussi, on est sous la loupe de tout le monde. Fait que je pense que c'est d'accepter qu'on est humain nous aussi, puis que, comme tu disais, ton candidat, ben, il va faire des erreurs, puis d'accepter ça, puis d'avancer, puis d'apprendre de ça. Peut-être, dernière petite question sur parce que, tu sais, avec le député avec qui tu étais affilié, avec qui tu travaillais, ben, tu as eu la chance d'être autant du côté, on va dire, peut-être de l'opposition que dans un gouvernement élu. Est-ce qu'il y en a un des deux qui est plus le fun? Est-ce que c'est différent d'avoir un député qui est dans l'opposition ou que, parce que justement, des fois, le champ d'action peut-être, tu as moins accès, veux pas, au ministre et au pouvoir décisionnel. Est-ce que tu dois ajuster ta communication? Puis est-ce qu'il y en a un des deux que tu trouvais peut-être que c'est même, à la limite, l'opposition, c'est quasiment le fun parce que tu as finalement moins de pression ou au contraire, ben justement, les gens t'en demandent plus parce que là, ça ne bouge pas à leur vitesse? C'est plus facile, c'est ça, au pouvoir, parce qu'on est dans un travail direct de collaboration avec les cabinets, c'est des gens qu'on connaît, tout ça. Et puis, des fois, les dossiers avancent un petit peu plus vite. C'est des dossiers sur lesquels on s'est penché en amont, qu'on a présenté des fois dans des plateformes électorales. Donc, c'est des enjeux, des valeurs qu'on partage avec le parti. Donc, si le parti met de l'avant certains enjeux, puis que nous, ça nous touche, bien, à ce moment-là, c'est sûr que ça débloque dans des circonscriptions. Ça veut pas, je ne dis pas ici là, que quand tu es au pouvoir, tu as plus d'annonces dans ta circonscription, loin de là, mais des fois, c'est en travaillant plusieurs années sur des dossiers, puis que là, tu arrives au pouvoir, bien là, ça te permet là, d'avancer avec ces dossiers-là. Oui. Puis, c'est ça. Sinon, au pouvoir, toujours des belles rencontres, toujours des beaux moments, des belles annonces. Donc, c'est très positif, là, malgré tout, même si des fois, c'est plus de pression parce que tu es plus sous les projecteurs. Par contre, dans l'opposition, on est là aussi pour amener le pouls du terrain à Québec. Fait que c'est vraiment une autre dynamique. Les deux sont super intéressantes. Dans l'opposition, ça permet vraiment aussi d'avoir le temps de faire ses classes, donc d'apprendre le fonctionnement autant à l'Assemblée nationale, puis dans la circonscription, de connaître les gens. Moi, j'avais un député super dynamique là, qui organisait tout le temps plein d'activités, qui allait dans d'autres activités organisées par les organismes communautaires ou encore d'autres groupes. Donc, ça, c'était vraiment super stimulant. Ça nous a permis de connaître nos quartiers, certains secteurs. Ça nous a permis avec eux de développer des projets à présenter au gouvernement aussi. Donc, même si on est dans l'opposition, il y a quelque chose à faire. Fait que c'est vraiment là le travail de dossiers. Comme j'expliquais, c'est des dossiers qui s'amènent là, de mois en mois, d'année en année, puis à un moment donné, ça débloque, puis on est vraiment content. Fait que, encore là, le travail de proximité, la communication de proximité avec les gens. Donc, ça demande beaucoup, mais c'est vraiment gratifiant. Puis quand ça fonctionne, c'est concret. Là. Génial. Puis peut-être pour le mot de la fin, ce que je te demanderais juste, c'est s'il y avait un professionnel en communication qui est à l'écoute et qui se dit hey, j'ai toujours eu envie de sauter dans l'arène politique, parce que oui, en ce moment, quand on regarde la campagne électorale, il y a quelques petits combats, mais prise de bec, mais est-ce que tu aurais soit un apprentissage ou un conseil à donner ou quelque chose qui dit hey, oui, fonce parce que ça va te permettre de réaliser X, Y, Z ou d'apprendre telle chose, de te développer dans telle sphère de ta profession, de ta carrière? Je dirais fonce, c'est vraiment une super expérience. Tu sais, chaque journée
n'est pas comme celle d'avant. Il y a tout le temps des surprises, donc il faut être prêt là, à jongler un peu avec l'imprévu, mais c'est tellement stimulant, justement, si on a le goût de se dépasser, puis on a le goût d'aller rencontrer du monde, on a le goût de défendre des points de vue, on a le goût de se réajuster constamment, mais c'est vraiment challengeant comme poste, puis que moi, je dirais... go, on fonce, vraiment une belle expérience. J'en retire que des bons souvenirs de tout ça. Puis des belles rencontres, pas juste dans mon parti, mais partout aussi, interparti. J'ai encore des collègues d'autres couleurs à qui je parle encore. Fait que c'est vraiment, c'est ça, mais un super beau milieu, faut foncer. Mais il faut avoir l'esprit un petit peu bulldog, là, je te dirais. Oui, OK, génial. Hey, pour vrai, merci beaucoup pour la conversation. En tout cas, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses justement sur ce domaine-là, sur cette profession-là. Puis en tout cas, encore là, je te remercie beaucoup de ton temps et de ta générosité aujourd'hui. Mais ça m'a fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Alex. Vraiment intéressant comme entrevue, Alex. Honnêtement, en l'écoutant, Aude, je me suis rappelé qu'à l'université, on avait une attachée politique qui était venue nous rencontrer en cours pour nous expliquer son travail et tout ça. Puis j'avais été fascinée de voir tout le travail qui est fait à l'arrière-scène pour soutenir le député ou le ministre, peu importe. C'est un travail très difficile qui demande beaucoup d'heures de préparation. Ces gens-là doivent être au courant de tous les sujets, être prête à n'importe quelle question qui serait posée à leur ministre. Donc, c'est un travail vraiment très prenant. Je lève mon chapeau à Aude d'avoir fait ça par le passé, puis c'est un sujet très, très passionnant. Non, en effet. Tu as mis le doigt sur, justement, je pense que c'est un investissement. Il faut être passionné, puis il faut être prêt, justement, à relever, en tout cas, de gros défis, parce que la politique, ça touche toutes nos vies. Donc, tout peut finalement s'insérer dans les conversations politiques. Absolument. Pour le mot de la fin, on pourrait juste dire que c'est important d'aller voter. Hein? C'est un devoir de citoyen, donc on invite tout le monde à aller voter. Si les gens sont encore indécis, il y a un outil fort intéressant qui existe, qui est la boussole politique. On peut trouver facilement en ligne. On répond à 30 questions qui nous permettent peut-être de mieux comprendre vers quel parti on pourrait se diriger. Donc, la boussole politique. Merci, Alex, pour ce bel entretien-là. Et j'invite tous les auditeurs à poursuivre la discussion avec nous sur nos réseaux sociaux Capital Image et à s'abonner à nos plateformes d'écoute pour poursuivre l'écoute de nos prochains balados. Merci, à bientôt. Merci d'être là.